Bonjour, je suis Catherine Cianci, bienvenue sur cette chaîne YouTube, une chaîne dédiée à l'amour où je fais rayonner les différentes facettes de l'amour pour passer de l'amour amoureux à une vision multidimensionnelle de l'amour. Pour cela, j'interroge des entrepreneurs inspirants qui vont nous parler de la place qu'occupe l'amour dans leur business. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Comment ça se décline? Et quel est le lien entre l'amour dans le business et l'amour amoureux? Qu'ils soient en couple ou pas, qu'ils décident de nous parler de leur histoire ou pas. Et finalement, comment est-ce que ces deux pans de l'amour dansent et collaborent avec l'amour de soi? Bref, je vous invite pour un voyage à 360 degrés sur le thème de l'amour. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Isabelle Barry, écrivain. Bonjour Isabelle. Bonjour Catherine. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que ça veut dire d'être écrivain? Qu'est-ce que tu fais dans ton art? Alors c'est vrai que je suis écrivain, j'ai pas toujours été écrivain. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis toute petite. J'adorais les carnets de poésie, j'écrivais, enfin maintenant il n'y a plus ça. J'aimais aussi beaucoup quand j'étais petite, c'est marrant, j'avais même presque oublié que ça existait. Et voilà, donc aujourd'hui quand je parle de ça, j'ai l'air, comme ils disent les jeunes, un peu relou, mais moi j'adorais les carnets de poésie. Je faisais de très grands textes, de tout petits dessins, parce que je dessinais pas très bien. Donc j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Je faisais les dissertations des copains en réto, donc j'avais beaucoup de copains en réto. Donc voilà, j'ai toujours aimé ça, vraiment. Et puis j'ai eu un autre aiguillage, j'ai fait des études d'ingénieur commercial. Et puis je suis revenue à mes premiers amours à un moment donné. Voilà, la vie a fait que je suis retombée dans le chaudron, la marmite d'Obélix. Et donc j'ai eu l'occasion d'écrire un premier livre qui a été publié, puis un second, et puis j'ai pu arrêter. Donc là maintenant j'ai une dizaine de romans qui ont été publiés. Et voilà, donc on peut dire oui que je suis écrivain, on dit écrivaine aussi maintenant, moi j'aime pas trop le mot, et donc plutôt romancière, parce que c'est vrai que j'adore la fiction. Pour moi elle a un pouvoir supplémentaire à l'histoire vraie, parce qu'on peut rajouter une dimension, parce que l'auteur prend du recul et qu'il permet au lecteur de s'approprier complètement l'histoire. Ce qui n'est pas vrai quand on raconte sa propre histoire ou qu'on raconte une histoire vraie. La personne qui la lit n'est que le voyeur ou que le découvreur de l'histoire. Il a plus de mal à se l'approprier. Je trouve que dans une fiction, on ressent très fort ça, qu'à un moment donné, l'auteur donne vraiment son texte au lecteur qui se l'approprie. Oui, puis il y a beaucoup plus, j'imagine aussi, Isabelle, de place pour l'imaginaire, en fait, que peut-être quand tu racontes ta propre histoire ou un essai ou un autre type de littérature, en fait. Oui, tout à fait, parce que j'ai envie de dire que dans une histoire qu'on raconte qui se veut vraie, on va avoir envie de respecter des dates, de respecter des choses très carrées qui, à la limite, n'intéressent pas du tout le lecteur. Et ce qui est très agréable aussi, c'est de jouer avec la vérité. De se dire que le lecteur doit pouvoir se demander à un moment donné, tiens, c'est vrai, c'est pas vrai, et puis l'oublier. Parce qu'en fait, on s'en fiche si c'est vrai ou pas. Ce qui compte, c'est ce qui touche. Après, si c'est vrai ou pas, pour finir, ça a très très peu d'importance. Ceci dit, c'est pas pour ça que le romancier ne peut pas se documenter, que bon voilà, il ne doit pas faire d'anachronisme, aller mettre, s'il parle d'un texte au Moyen-Âge et qu'il y parle d'une montre, on a un problème, on est bien d'accord. Oui, c'était un peu compliqué. Mais voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de base, et cette écriture a été pour moi un véritable retour aux sources. Et à un moment donné, j'ai vraiment lâché tout ce qui était mon autre boulot, qui était plus business, par la formation que j'avais eue, pour que tout se concentre autour de l'écriture. Et donc, j'ai commencé à faire de l'accompagnement individuel, donc pour des gens qui avaient des projets bien précis, de les accompagner tout au long de leur écriture, mais aussi des cours que je donne à l'Université des aînés ou des ateliers que je fais aussi en parallèle et qui me permettent aussi de vivre, parce qu'il faut quand même le savoir, je pense qu'on ne le sait pas assez. L'auteur, en fait, c'est très rare qu'un auteur vive de sa plume, parce que sur un livre, il ne touche que 8%. Et donc, c'est très peu, les gens ne le savent pas. Et c'est très, très rare. Donc, du coup, quand vous avez des écrivains, ce sont aussi très souvent ou des historiens, ou des professeurs, ou des journalistes, enfin, des gens qui ont souvent un lien avec la littérature. Et qui ont un autre métier sur le côté, en fait. Voilà, alors bon, les grands qu'on connaît bien, comme Amélie Nothomb, ne font qu'écrire, et voilà, c'est très bien, et je pense que tout écrivain aspire un peu, c'est son rêve, bien entendu, mais d'un autre côté, ça offre aussi un panel très généreux, que de pouvoir être aussi dans d'autres... Voilà, dans d'autres structures où on partage avec les gens, parce que pour finir, écrire est très solitaire. Oui, c'est sûr que c'est vraiment oui, un acte où tu es très très fort avec toi-même. Et comme tu disais, alors Isabelle, tu sais, donc on est vraiment sur la thématique de l'amour. Qu'est-ce que j'ai deux questions qui me viennent. Et tu y répondras dans le sens que tu souhaites. La première, c'est comment l'amour se décline pour toi dans ton business, que ça soit dans le fait d'écrire ou les ateliers comme tu viens de nous partager ou ton coaching. Et ma deuxième question, parce qu'on en a un petit peu parlé avant, c'est est-ce que dans les 10 romans que tu as écrits, est-ce qu'il y en a un justement qui peut-être pour toi
est plus connecté à l'amour, à quelque chose en tout cas de très très lié avec l'amour. Donc je ne sais pas à quelle question tu as envie de répondre en premier. La première, on va être simple. Ok, on y va. Elle est plus générale aussi, donc voilà. Écoute, moi j'ai l'impression que l'amour, je le conjugue. Si ça pouvait être un verbe, il existe, aimer, je le conjugue toute la journée. C'est vrai que dans l'écrit, même quand on est seul par rapport à son texte, par rapport à sa fiction, il y a les personnages. Ça peut paraître étrange, mais je voue un réel amour à mes personnages. Waouh, j'adore. C'était la première, c'était la première écrivaine que j'ai interviewée, mais l'amour des personnages, c'est la première fois que je l'entends, donc waouh. Et c'est vrai parce qu'ils se personnifient à un moment donné. Alors évidemment, ils sont abstraits, ils sont virtuels, mais à partir du moment où on les crée, on leur donne un profil psychologique, un prénom, ils deviennent véritables. Et donc on les suit, on leur invente des choses pour finir qui sortent de notre propre tête, de notre créativité, mais ils deviennent des êtres à part entière. Et donc, on vit avec ces personnages. Donc, quand les gens souvent me disent « Mais tu es seule quand tu écris », je dis « Mais pas du tout, tu peux pas savoir tout le monde qui est avec moi. » Tu es super entourée, en fait. Voilà, je suis super entourée. Et je les aime vraiment, mes personnages. Je pense que si je ne les aimais pas, je les écrirais mal. Il y a cette dimension d'amour aussi. Et parfois, ce sont un peu des anti-héros. Ils sont bourrés de défauts. Et je les aime d'autant plus parce qu'ils représentent une certaine authenticité. Cet amour est vraiment réel. Ça peut paraître drôle pour des gens qui n'écrivent pas, mais il est vraiment réel. Il y a évidemment l'amour que l'on met dans la passion, dans le texte, dans la passion, dans l'idée de faire quelque chose. Pour moi, écrire, c'est ouvrir les cœurs et les esprits. J'ai pas d'autre... c'est ce que je vise. Quand j'écris un roman, j'ai envie que quand quelqu'un le fait, me dise tiens, j'ai une autre vision des choses, peut-être que je suis un peu plus tolérant, j'ai plus d'espoir, maintenant j'ai un autre regard sur telle personne, parce que ce héros, il m'a emporté avec lui, c'est un genre de personnage que j'aime pas d'habitude, et là pour finir j'ai de l'affection pour lui. Donc c'est un peu mon but d'auteur aussi, c'est de mêler l'amour des mots, que j'aime vraiment aussi. Donc il y a un amour aussi là qui est vraiment par rapport à quelque chose qui n'est même pas personnalisé, j'ai envie de dire, et de le transmettre pour que la personne qui le lise de l'autre côté puisse le ressentir et puisse ouvrir son cœur et son esprit. C'est vraiment ça. Du coup, j'ai besoin de l'aimer aussi, celui-là. Oui, tu as besoin d'aimer tes personnages. Est-ce que moi, j'entendais, parce que tu parlais de l'amour des mots, de l'amour de tes personnages, de la passion qui t'anime. Mais dis-moi si ça te paraît juste. Mais moi, ce qui me venait quand je t'écoutais, c'était peut-être aussi l'amour du lecteur. Bien sûr. S'il n'est pas là, je pense que quand on écrit un roman, souvent les gens me disent « Oui, mais parfois, tu n'as pas envie d'écrire pour toi, puis tu mets ça dans un tiroir et ça t'a fait du bien. » Oui, mais ce n'est pas la même écriture. Pour moi, tu peux développer ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une écriture, j'en parle souvent dans mes ateliers, c'est un mot très vilain, mais il dit bien que ça veut dire qu'il y a une écriture vomitive, qui est vraiment thérapeutique. C'est moche, mais ça veut dire ce que ça veut dire, il n'y a pas d'hésitation possible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on crache, allez, c'est moins vilain, vraiment ce qu'on a sur le cœur, sur le papier. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ce texte ? On le déchire, on en fait une grosse boulette, on le met au feu. C'est vraiment thérapeutique. On a pu sortir par des mots ce qu'on avait sur le cœur. Ça se passe souvent pour les deuils, des après-maladies. C'est vraiment une écriture thérapeutique. À partir du moment où on passe ce stade-là et que l'on veut partager avec celui qui va nous lire, il y a ce besoin d'amour pour celui qui va nous lire. S'il n'est pas en filigrane tout le temps derrière nous, si on écrit pour soi, pour se faire du bien, rien qu'à soi, le lecteur va le ressentir, même si on ne le met pas dans les mots. Donc si je te suis bien, Isabelle, ça veut dire que quand tu écris, c'est vraiment comme si tu avais, je sais pas, ton lecteur en tête, ton lecteur en face de toi, comme si tu étais en interaction. Il y a une intention. Si l'intention n'est pas d'offrir, d'ouvrir le cœur et l'esprit de celui qui va me lire, si l'intention n'est pas de me dire « je vais partager ce sur quoi moi j'ai travaillé », ce manque d'intention va se sentir dans mon texte. Et le lecteur, je ne vais pas l'atteindre. Et ça, je pense que si je n'aime pas mon lecteur, ce n'est pas possible. Alors, on parle de l'amour, évidemment, dans son sens avec un grand A, donc oui, bien sûr. Dans son sens pluriel, comme tu le disais tout à l'heure. C'est pas que j'ai envie de tomber amoureux de tous ceux qui me lisent. Ça ferait beaucoup de monde. Oui, et voilà, et dans l'autre sens, ça peut être gênant aussi. Donc voilà, non, c'est vraiment cet amour avec un grand A, de dire, j'ai envie en fait de faire du bien, de faire que ça serve à quelque chose, que ça fasse sens. Et pour moi, le sens et faire du bien sans amour, c'est juste pas possible, ça va pas ensemble. Oh, c'est un super voyage là, que tu viens de nous faire parce que c'est vrai que les personnages, le lecteur, je trouve que c'est vraiment une belle farandole que tu viens de nous offrir là. On va revenir à la question, tu sais, que je t'avais posée tout à l'heure, qui était, est-ce que parmi les romans que tu as écrits, est-ce qu'il y en a un pour toi qui est
On a bien compris qu'ils étaient tous connectés à l'amour, mais est-ce qu'il y en a un qui serait davantage connecté à l'amour pour toi? Il y en a un aussi qui porte beaucoup d'amour en amont. Là, j'ai parlé le lecteur, c'est bon en aval, c'est la finalité. C'est que bon, moi, j'ai un grand garçon qui est au potentiel, qui a 18 ans aujourd'hui et qui va très très bien. Voilà. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, c'est pas que j'aurais pas cru, mais je me serais dit, bon, il y a encore du boulot. Mais aujourd'hui, il va vraiment très très bien. Mais ça a été vraiment un petit garçon qui a beaucoup souffert. Le haut potentiel, c'est pas quelque chose de hyper connu. On en parle beaucoup, mais pour finir, on sait pas très bien quand même ce que c'est. Et encore, on en parle de plus en plus. J'imagine qu'il y a 10 ans, on n'en parlait vraiment pas beaucoup, quoi. Non, c'est vrai. Et puis ça ne se voit pas. Ça se ressent dans l'attitude de l'enfant, dans l'attitude de l'adulte, parce qu'on est au potentiel et on le reste. Et puis à un moment donné, on a eu vraiment 5 années très très difficiles, vraiment dures au niveau familial. J'ai l'impression que mon fils ne serait jamais heureux. C'était difficile à partager parce que les gens ne comprennent pas. C'est vraiment très très compliqué. C'est pas comme un handicap. Bon, c'est horrible le handicap, on s'entend bien. Mais je veux dire, là, on le sait, ou la maladie, on sait qu'on peut. Là, il n'y avait pas beaucoup de support en fait. C'est très compliqué. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire un livre là-dessus, mais une fiction, de nouveau, parce que mon idée n'était pas de me défouler par rapport à ce que je vivais, mais de partager et de pouvoir aider des gens qui sont dans le même cas ou des gens qui ne sont pas du tout dans le même cas, qui ont juste envie de lire un bon roman et qui vont se dire « Ah, en fait, c'est ça, le haut potentiel, maintenant, je comprends. » Et on rejoint ce que tu disais en fait tout à l'heure avec l'intention et l'amour de ton lecteur en fait. Tu es parti de quelque chose qui te touchait toi, mais tu n'étais pas, je reprends ce mot même s'il n'est pas très beau, mais il est très parlant, tu n'étais pas dans une écriture vomitive de sortir ce qui était compliqué pour toi, tu étais dans une logique de partage en fait. C'est exactement ça. Donc l'idée vraiment de partir de son histoire, de la transformer complètement, comme on disait tout à l'heure, pour l'offrir, sinon ça reste son histoire. Et de toute façon, moi, j'ai pas envie de parler de moi ni de mon fils, voilà. Et de pouvoir partir de ses émotions, en fait, pour transposer ça dans une histoire, travestir tout ça, pour que le lecteur, de nouveau, puisse se l'approprier, qu'il soit concerné par le sujet ou non. Donc qu'il puisse apprendre ou qu'il puisse le sentir, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie que ce livre continue à vivre. C'est-à-dire que c'est un livre qui a très bien fonctionné, alors qu'au départ, je m'étais dit, oulala, ça va s'adresser à une niche, ça va être compliqué. Finir, c'est parce qu'en fait, ça traite de quoi? De la différence. Et on est tous différents. Donc tout le monde se reconnaît dans le bouquin, en fait, à travers quelque chose de particulier ici. Et donc, dans cette idée de seconde vie, il va ressortir maintenant, il est sorti ce livre en 2014. Et il va Tu peux peut-être donner le nom? Oui, il s'appelle Zebraska. Même peut-être le montrer, je pense qu'on l'a là juste à côté de nous. Donc voilà, je mettrai le lien évidemment dans la description de la vidéo, mais donc c'est Zebraska. Alors ça, c'est l'ancienne version qui est parue en 2014. L'idée, c'était de lui donner une seconde vie, de le réécrire de manière plus généraliste pour que ça touche encore plus de monde, que plus d'amour soit diffusé. Et donc, il sortira en février-mars 2020, probablement sous le même nom exactement. Mais il a été donc retravaillé pour être plus général et toucher vraiment, d'aller plus loin, un pont plus loin dans sa description. En plus, le poche, ce qui se passe, c'est qu'il est aussi plus manipulable, il est moins coûteux. Enfin voilà, ce ne sont pour finir que des avantages et ça paraîtra aux éditions J'ai lu. Et du coup, peut-être pour résumer, donc par rapport à Zebraska, quel lien tu fais, on en a parlé, hein, mais je me dis, tiens, j'ai l'impression qu'il me manque un petit morceau. Quel lien tu fais entre l'amour et l'écriture de Zebraska? Est-ce que c'est ton premier roman aussi? Non, je pense que c'est mon 4e ou mon 5e roman. Même plus, non, je pense bien, plus ou moins. Donc c'est pas du tout mon premier. Et c'est une chance, parce que comme il m'impliquait quand même beaucoup, je devais déjà avoir cette expérience de la distance. Ça aurait été mon premier. Un premier, on se raccroche toujours un peu à ce qu'on connaît parce qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on va écrire. Alors, on n'est jamais sûr, enfin moi en tout cas, de ce que je vais écrire. Mais après, il y a quand même une habitude, une expérience qui s'installe. Et puis, j'ai complètement oublié la question que tu m'as posée. Donc, la question que je t'avais posée, c'était vraiment quel est le lien pour toi entre... Enfin, on en a parlé, mais j'avais l'impression qu'il me manquait un petit morceau le lien pour toi entre l'écriture de Zebraska et l'amour. Parce que tu as parlé de ton fils. J'avais l'impression qu'il nous manquait une pièce du puzzle, mais je me trompe peut-être. Hein. Non, c'est l'amour qui m'a animée. Je veux dire, pour moi, c'est une lettre d'amour à mon fils d'abord. C'est aussi, dans tous les sens du terme, tourner une page ensemble. Il l'a lu, je lui ai demandé si je pouvais le publier. Ça, c'était important pour moi aussi. Il avait 12 ans à l'époque, donc quand j'ai commencé à l'écrire. Il m'a dit, oui maman, c'est génial, il faut qu'on montre au monde ce que c'est, parce que les gens ne savent pas, et donc on est d'autant plus punis.
Et donc, pour moi, c'est une première lettre d'amour à mon fils, une lettre d'amour à ma famille, parce que tout ça, on l'a vécu tous ensemble. C'est aussi une lettre d'amour à toutes les personnes HP de la Terre entière. Et enfin, une lettre d'amour à tous les gens différents qui sont dans une souffrance, parce que c'est dur de ne pas être, surtout aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, on nous demande d'être performants, de rentrer dans un moule, dans des cases, d'appartenir, de conformer. Je veux dire, on se sent tous à un moment différent, et donc c'est presque une lettre d'amour au monde, puisque quelque part dans nos vies, on a tous, je ne connais personne qui n'a pas ce moment où il se sent seul et différent, ou incompris. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que ce roman, en termes d'amour, ressort des autres, pour moi, c'est que c'est une gigantesque lettre d'amour aux gens. Waouh, c'est magnifique là. Enfin voilà, il me semblait bien qu'il me manquait un morceau, donc j'avais en effet bien perçu. Mais tiens, justement, ça va me permettre de faire le pont. Ici, toi, tu as parlé de l'amour familial. Donc ici, c'est très clair le lien avec Zebraska et le lien avec ton fils. Justement, par rapport à ton métier d'écrivain ou à d'autres romans en particulier, quel a été justement le rôle de ton mari ou de ta famille, même de tes enfants, par rapport à ton écriture, voir un peu, est-ce que ça t'a porté, est-ce qu'à certains moments ça peut être plutôt un frein ou plus compliqué, comment tout ça a dansé pour toi en fait? Chez moi, ça a toujours été un soutien. D'abord, je partage énormément. Quand j'écris, ça fait toujours ce qui se passe à peu près dans mon roman, où j'en suis. Si ça va pas le soir, je dis aujourd'hui ça n'a pas marché. Comme eux me racontent les problèmes qu'ils ont eu à l'école ou voilà, ou mon mari au boulot. Donc c'est vraiment comme un boulot, comme un autre, que je vais partager avec ma famille. Mon mari est en général mon premier lecteur. Alors, à la base, il lit en anglais et il lit que des thrillers. Donc, pas du tout ce que je fais, puisque moi, je fais plutôt du roman contemporain, francophone. Du coup, c'est un très bon juge, parce qu'il n'est pas acquis dès le début. Par contre, il est acquis parce que, voilà, la relation qu'on a fait que il persévère, en tout cas, jusqu'au bout. Et que c'est une belle preuve d'amour. Voilà, et que aussi, il a envie de passer une bonne journée le lendemain, donc qu'il va peut-être pas me le démolir complètement, mais je sais qu'il va me dire ce qu'il a moins aimé, je sais qu'il va me dire là où ça a bloqué pour lui, je sais donc c'est un très bon lecteur pour moi, malgré le côté, j'ai envie de dire, un petit peu partial quand même. Mes enfants, en général, je pense qu'il y a une petite gêne par rapport à me lire. Tu peux expliquer pourquoi ? Pour eux, pour eux, c'est complètement démystifié. Quand je vois que leurs amis qui parfois disent « Quoi, ta maman, elle écrit des livres », ils trouvent ça fascinant. Pour eux, je vais au boulot tous les matins comme tout le monde. Et du coup, comme ils ne liraient pas le bilan comptable de l'un ou qu'ils n'iraient pas assister à la conférence de l'autre, je dirais, ils n'ont pas cette envie forcément de lire mes livres. Par contre, ils partagent tout. C'est-à-dire que quand je bloque sur quelque chose, je leur demande souvent leur avis. Et je trouve que cet avis venant de gens très jeunes est parfois ou très libre, ou très étonnant. Et parfois, ça a un effet vraiment débloquant pour moi. Donc ce côté familial, de l'amour de la famille et de l'amour, joue très très fort dans mon métier. C'est intéressant ce que tu apportes, parce qu'en effet, on a l'impression que quelque part, il y a toi qui écris avec tout ce que tu nous as expliqué, et puis il y a le soutien, il y a le pilier de la famille qui est quelque part avec ton mari qui relie, et comme tu dis, qui n'est vraiment pas acquis à ta cause au point de départ. Et tes enfants, je sens vraiment le côté soutien, pilier de ta famille dans ton écriture, en fait. Oui, vraiment, c'est vraiment important. Alors je pense que si j'étais seule, j'arriverais à écrire, mais pas de la même manière. Vraiment pas de la manière. Ça, j'en suis vraiment, vraiment convaincue. C'est un support. Bon, mes parents aussi, je veux dire, me soutiennent, je le sais, même si on n'est pas de la même génération, fatalement. Nos générations maintenant, par rapport à la famille, les enfants, on se dit plus les choses. Je veux dire, je pense que la génération de mes parents à moi était moins dans justement, le je t'aime et je vais te soutenir et je vais t'aider, mais ils le sont dans les actes. Ouais, et notamment, c'est quoi ? Est-ce qu'ils vont aussi relire tes livres avant qu'ils paraissent ? Est-ce qu'ils vont te donner un avis ? Comment ça se passe, en fait ? Oui, ils sont aussi mes lecteurs, mes premiers lecteurs. J'ai toujours besoin un petit peu de leur aval, en fait. Mais là, c'est carrément partial. Je pense que mes parents pourront jamais dire celui-là, je l'ai pas aimé. Pas parce qu'ils n'oseront pas me le dire, mais parce que ce n'est pas possible. Tu es leur fille, tu écris des livres, c'est super. Voilà, et donc ils vont pas forcément s'en vanter ou pas forcément, mais je sais que ce soutien, comme l'amour inconditionnel d'un parent, le soutien est aussi inconditionnel. Donc pour moi, ce ne sont pas de bons relecteurs, ce sont juste des relecteurs
indispensables et incontournables, mais je sais que c'est pas eux qui vont me faire avancer si vraiment c'est pas bon, quoi. Oui, si tu bloques ou si c'est pas bon, mais c'est un peu de nouveau cette histoire de pilier dont on parlait juste avant et de soutien pour toi. Et tiens, justement, on aura quasiment fait le tour, mais je me disais, tiens, par rapport à l'amour de soi, est-ce que écrire, quel rôle écrire a joué peut-être par rapport à l'amour de soi, ou est-ce que tu penses que les livres peuvent avoir un rôle par rapport à l'amour de soi? Comment l'amour de soi a dansé, s'est décliné dans cette histoire? Eh bien, écoute, je vais peut-être te parler d'un livre en particulier que j'ai écrit quand ça allait pas bien du tout avec mon grand garçon et qui s'appelle La vie selon Hope. Et ce livre-là, il y a plein de gens qui m'ont dit, quand on le ferme, on a de la joie. Et je l'ai écrit quand je n'allais pas bien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais, parce que je me suis dit, comment j'ai fait pour, dans un moment où je broyais un peu du noir, appelons un chat, j'ai mis dans un livre une joie qui a été partagée après par le lecteur, sans qu'il se rende compte que... Alors, je n'ai pas voulu le cacher, je n'ai pas cherché ça, je veux dire, c'était vraiment instinctif. Et je pense que là, on est de nouveau dans l'amour de soi peut-être aussi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à un moment donné... Je pense d'abord que si on ne s'aime pas soi-même un tout petit peu, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aimer trop non plus, ça peut porter à certaines dérives. Mais évidemment, et puis parfois aussi, ben voilà, il y a des périodes de vie où tu dis où c'est plus compliqué, où on est chacun chahuté, donc oui, fatalement, ça évolue au cours de la vie, quoi. Mais l'amour de soi, c'est aussi un pilier. Parce que c'est pas parce qu'on passe dans des moments très compliqués que ce pilier peut s'effriter. Mais s'il s'écroule, on est à l'hôpital, on est fini. Je veux dire, et je pense que c'est cet amour de soi qui est passé dans ce roman-là. Donc j'étais tellement mal, mais malgré tout, inconsciemment, j'avais quelque chose qui me permettait de tenir et de quand même transmettre des choses joyeuses et agréables. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je l'ai lu ce roman, figure-toi que je l'ai lu il y a pas mal de temps, donc je me souviens plus de l'histoire. Par contre, je me souviens que j'ai adoré. Et que je l'ai refermé, que je me suis dit, waouh. Ah ben écoute, super. Mais comme quoi, je pense aussi qu'on a ces ressources en soi. Comme parfois, on s'autoflagelle. Moi, j'étais dans une époque où je ne suis pas une bonne mère, j'y arrive pas. Est-ce que je suis encore une bonne épouse ? Parce que quand mon mari arrive, moi, je suis tellement une éponge à émotions que ça transpire, donc je n'arrive pas un peu cacher ce que je ressens comme lui pourrait le faire pour m'épargner. Moi, je n'arrive pas à l'épargner. Donc, on a plein de questionnements qui sont un peu autoflagellants où notre estime de soi peut s'en prendre un solide coup. Et je pense que je m'autoflagellais énormément. Mais justement, à travers ce livre, c'était pour moi la preuve qu'il y a quand même ce pilier qui est là et qui fait que pour finir, si on s'aime un temps soit peu, on arrive à surmonter tout ça. Et non seulement à le surmonter, mais aussi à le transmettre. Parce que je pense que si ce petit amour de soi, tout petit, qui était encore là, s'il avait été absent, j'aurais été impossible de transmettre. Je pense que si on n'a pas d'amour de soi, on ne transmet pas l'amour. Les gens qui ne s'aiment pas, qui sont malheureux, ils sont aigris. Ils ne donnent pas de l'amour autour d'eux, c'est impossible. On doit avoir une ressource pour pouvoir la partager. Là, peut-être qu'à ce moment-là, ta flamme te semblait un peu éteinte ou en tout cas un peu timide, mais elle était toujours là en fait. Voilà, et on en revient à cette idée de pilier. Pour moi, l'amour, c'est ça. Il est présent partout, en toute chose, en tout moment. Et c'est un véritable pilier. Le jour où il n'est plus là, plus rien ne va. Ah, ça peut faire un peu bisounours quand les gens disent qu'est-ce qui compte le plus. J'ai souvent cette question, quel est le thème le plus important qui traverse tous tes livres? Qu'est-ce qui compte le plus que pour toi? Chaque fois, je dis, c'est l'amour. Et je dis, mais oui, ça paraît un peu... voilà, tout le monde dirait ça. Ça paraît un peu... oui, peut-être pas bisounours, mais un peu galvaudé. Mais franchement, j'ai beau chercher, je ne trouve pas autre chose. Après, ici, je trouve que tu l'as décliné par rapport à tellement de facettes, que ça soit les différentes facettes, je dirais, par rapport à tes romans ou les différentes facettes par rapport à ta famille. Donc, en effet, quand on t'écoute, ça paraît tout à fait évident et pas du tout bisounours, en tout cas. Mais non, moi je trouve que non, et j'ai presque envie de te dire que plus j'avance, plus j'écris, plus je vieillis, plus j'ai l'impression... Ah bon? Et ouais, comme tout le monde. Plus je gagne un petit peu quand même en sagesse. Je pense que vieillir n'est pas qu'une chose moche, alors que bon... je t'avoue franchement que le jour où j'ai fêté mes 50 ans, j'ai pas trouvé ça drôle du tout, vraiment. Je sais pas, physiquement, on commence à avoir des petits bobos, et puis bon, le matin dans son miroir, on fait un peu comme ça, on se dit tiens, c'était plus sympa il y a 10 ans. Il y a quand même plein de choses qui arrivent, on sent que la mémoire ne suit pas toujours d'une même manière, on est un peu plus fatigué, on suit pas toujours les enfants justement quand ils sont là. Il y a ce côté-là, et puis il y a cette énorme...
énorme boom de sagesse qui est là aussi, en tout cas en ce qui me concerne, et qui fait qu'on n'a plus rien à prouver aux autres, en fait. Et ça, c'est un pas gigantesque, parce que les choses qu'on fait, on les fait parce qu'on en est vraiment convaincu. On les fait pour soi et pour les autres, avec plus de conviction, parce qu'on a perdu cette idée de devoir conformer, de devoir montrer, de devoir prouver. Ouais, et de devoir se prouver des choses à soi et probablement prouver des choses aux autres, en fait. Super, dit, je trouve que tu nous as fait... Enfin, j'adore le voyage dans lequel tu m'as emmené, tu nous as emmenés. Est-ce que, avant de clôturer cette interview, Isabelle, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais partager par rapport à l'amour, que tu n'as pas eu l'occasion d'exprimer là maintenant? Écoute, moi je pense que l'amour, il est vraiment partout. Et je crois que les gens qui en manquent, parce qu'il y en a, je pense qu'il ne faut pas le cloisonner. En fait, tu parlais de l'amour pluriel tout à l'heure, et on se disait, voilà, les gens par exemple qui sont seuls, qui n'ont pas de compagnon ou de compagne, peuvent se dire, voilà, moi je suis en manque d'amour de ce côté-là, parce que c'est une façon d'aimer. Je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas donner cet amour inconditionnel, donc c'est une façon d'aimer. J'ai peu d'amis, donc on peut... Mais je pense que l'amour est beaucoup plus large que ça. En fait, on le voit, ça, ce ne sont que des véhicules de l'amour. En fait, pour moi, l'amour, il est au-dessus de tout ça. Et puis, on a des véhicules différents. Et parfois, il y a des gens qui ont un peu dans tous les véhicules. Il y en a qui ont beaucoup dans un véhicule et moins dans l'autre. D'abord, c'est pas permanent. Ça bouge, ça change. Mais je dis, il est partout. Il est quand on se lève le matin. Il est dans le bisou qu'on fait à son fils ou à son chien si on n'en a pas. Mais il est là aussi. Il est dans le fait de... Moi, ça m'arrive de marcher pieds nus dans mon jardin. J'aime bien. Je ressens une forme d'amour par rapport à la terre, par rapport à la... je suis pas à un niveau spirituel particulièrement élevé, je parle pas avec les planètes, rien du tout, tout ça, je suis très terre à terre. Mais justement, il y a une dimension dans la nature qui est énorme, un amour de la terre, de la nature, de ce qui nous entoure. Donc, en fait, dans toutes les choses qu'on fait tout au long de la journée, préparer un repas, j'ai presque envie de dire faire une vaisselle. Là, et on en revient à l'intention. Exactement ce que tu disais, oui, tout à l'heure, par rapport à pourquoi j'écris, quelle est l'intention quand j'écris, en fait. Si l'intention, quand on fait une vaisselle, c'est d'avoir quelque chose de chouette pour pouvoir mettre une chouette table, pour qu'après il y ait un super repas avec des amis, mais on ne fait pas la vaisselle de la même manière. Et donc, je crois que si on met dans toute intention, on met de l'amour, je pense que notre vie peut être bien différente. Moi, je ne dis pas que j'y arrive. Hein. J'imagine que c'est un cheminement et pour toi, et pour moi, et pour plein de gens. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, parce que c'est quelque chose, en effet, qui a fait, entre autres, que j'ai démarré ces interviews, c'était aussi, notamment dans les femmes célibataires que j'accompagne qui cherchent l'amour, pas toutes, mais certaines, elles sont parfois très centrées sur le manque, en fait. Et j'aime beaucoup ce que tu dis avec les différents véhicules de l'amour, je trouve ça très, très beau, parce qu'en effet, oui, on peut parfois, dans sa vie, ne pas avoir de compagnon ou ne pas avoir d'enfant, mais c'est pas pour ça que l'amour n'est pas là, en fait. Et c'est vraiment ça, je pense que tu l'as bien compris, hein, le but de ces interviews, c'est vraiment de sortir de l'amour amoureux, de l'intégrer dans quelque chose de beaucoup plus large, en fait, et pas du tout de le scinder. Oui, j'ai presque envie de dire que si on va très très loin dans n'importe quel petit geste ou n'importe quel atome de quoi que ce soit, si on le cherche, il y est. Alors évidemment, et pour ça, il faut prendre une dimension de l'amour très très large, parce que si on en reste à l'amour, je te serre dans les bras et je te fais un gros bisou, quelque part, on ne fait pas ça avec sa chaise, son fauteuil, mais il y a des gens qui embrassent les arbres, mais bon, voilà. Je veux dire, ça ne se transmet pas non plus que d'une manière. Or, c'est ce qu'on nous véhicule dans les livres, voilà, au cinéma, dans la presse, dans tout ce qu'on voit autour de nous. L'amour est symbolisé par des gestes de tendresse. Ça en fait bien sûr énormément partie. Moi, je suis très tactile, donc si on me prive de ça, je deviendrai très, très malheureuse. Mais de nouveau, ces gestes de tendresse peuvent être trouvés pas qu'avec son compagnon, pas qu'avec sa petite fille, pas qu'avec dans plein de choses. Mais il n'y a pas que la tendresse dans l'amour, ou que la passion, ou que là, il y a de nouveau, c'est pluridimensionnel là aussi. Et donc, je crois que là, on le trouve absolument partout. Simplement, il faut à un moment donné avoir ce déclic dans sa tête et sortir des préjugés et des définitions qu'on a, qui sont un peu prescrites et un peu coinçantes. C'est pas très joli, mais voilà. Du terme amour. Oui, en fait, on nous présente fort l'amour selon la dimension de l'affect, en fait, tout ce que tu viens de citer là maintenant. Et en effet, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, merci pour tous les exemples que tu as donnés. Je trouvais ça, comme tu disais, ne fût-ce que marcher pieds nus dans ton jardin ou faire la vaisselle ou un repas avec intention et avec amour. En effet, c'est une manière de décliner l'amour. Super. Je pose toujours la même question pour terminer cette interview qui serait, Isabelle, quel serait ton mot de la fin ?
Amour peut-être, pour être tout à fait original. Écoute, c'est très très bien, on reste dans la thématique et je termine toujours aussi moi par donner mon mot de la fin. Alors ici, ça va être un peu compliqué, je t'avoue, parce que au début, je me disais, j'ai beaucoup aimé voilà, la lettre d'amour, aussi bien par rapport à ce que tu avais expliqué par rapport à Zebraska, donc je me disais, tiens, mon mot de la fin pourrait vraiment être lettre d'amour. Et puis, véhicule d'amour, là, que tu viens de me dire dans les dernières minutes, résonne quand même très très fort. Donc, je pense que je dirais véhicule d'amour, en tout cas, parce que voilà, je trouve que ça illustrait très bien toutes les dimensions que tu nous as si bien expliquées. Écoute Isabelle, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager avec toi. C'est moi qui te remercie, Catherine. Voilà, c'est vraiment super. C'est un chouette échange et de belles intentions que toi, tu as aussi à travers tous ces projets. Et en tout cas, cette chaîne YouTube, voilà, je lui souhaite bon vent.